Bonjour à toutes et à tous. D'abord, je voudrais remercier les animateurs de la librairie Quilombo, particulièrement Jacques Beaujard et Cédric Biagini, qui donnent la parole à l'association, et les remercier d'avoir organisé ce festival Istrati, qui est bien à l'image de sa vie et de son œuvre. Je voudrais aussi rendre hommage à tous les Istratiennes et les Istratiens qui ont forgé l'association, donc depuis 1969 exactement en décembre 1968 jusqu'en 2000, et maintenant avec les nouveaux venus qui arrivent depuis sa renaissance en 2012. Alors, Roger Grenier m'a chargé de présenter ses excuses pour un imprévu de dernière minute qui tient à beaucoup de choses. Et je voudrais dire quelques mots sur Roger Grenier. On connaît l'écrivain, l'éditeur chez Gallimard, mais c'est aussi le président d'honneur depuis l'association. Il a succédé à... Alors, Roger Grenier m'a chargé de présenter ses excuses pour un imprévu de dernière minute qui tient à beaucoup de choses. Et je voudrais dire quelques mots sur Roger Grenier. On connaît l'écrivain, l'éditeur chez Gallimard, mais c'est aussi le président d'honneur de l'association. Il a succédé à Joseph Kessel, qui était le premier président d'honneur. Et bon, un petit peu pour l'anecdote, alors c'est Roger Grenier est né en 1919, et il me racontait qu'il avait rencontré quelqu'un qui connaissait Charles Baudelaire. Alors, il y a des moments où dans le temps, c'est un petit peu comme un grand vertige, et entre Roger Grenier et Jacques Beaujard, il y a 70 ans de différence. Bon, entre moi-même et Roger Grenier, un peu moins, puis moi j'essaye de faire en sorte qu'il y en ait de moins en moins, mais ça c'est difficile. Et tout ça pour vous dire que ça signifie que l'œuvre et la vie d'Istrati traversent les générations, les âges, et a un caractère universel par sa lecture, que l'on retrouve donc chez beaucoup de personnes très très différentes. Et justement à ce propos, je trouve que c'était intéressant. Alors moi, si vous voulez, moi c'est presque de ma génération, c'est presque normal. C'était au moment de la réédition en 1968 des œuvres d'Istrati, après presque 40 ans d'oubli en France. Et l'ère du temps aussi, ces années 68, il était plus normal que ma génération était, du moins une certaine partie de ma génération lisait plus Lautréamont, André Breton, Istrati, que Drieux-La Rochelle, Paul Morand. Je dis bien une partie, hein, nous sommes dans ces années-là. Donc, mais aujourd'hui, la question qu'on peut se poser, c'est vrai que, et je la pose à Jacques, qu'est-ce qui peut intéresser un jeune aujourd'hui? Qu'est-ce que Istrati peut rencontrer comme écho chez un jeune aujourd'hui, comme toi? Ce qui me frappait surtout dans les d'Istrati, c'était deux choses. C'était vraiment l'amitié, vraiment cette valeur qu'il a chantée toute sa vie, qu'il a vraiment érigée en valeur suprême, et la révolte, cette espèce de révolte organique qui anime de personnes de la librairie Quilombo. Donc voilà, c'est vraiment ces deux choses qui m'ont marqué. Donc, puisque le nom d'Istrati était vraiment un nom qu'on entendait assez régulièrement à la librairie, mais aux côtés de Victor Serge, dont les livres sont assez présents à Quilombo. Mais c'est vrai qu'Istrati, on l'entendait, mais ce n'était qu'un nom. Et puis, on m'a offert
les souvenirs de Boris Souvarine, qui est un livre qui raconte des anecdotes, des souvenirs de s'opposant à l'URSS sur Isaac Babel, un autre écrivain incroyable, Pierre Pascal, un historien, et Panaïtis Strati. Et du coup, de là, j'ai un peu suivi le fil d'Ariane. Et ça nous a mené un petit peu au festival Istrati et à aujourd'hui, quoi. Donc, voilà. Toi, tu pourrais peut-être nous dire comment t'as découvert Istrati. Absolument. Donc c'est effectivement une lecture de jeunesse, quand je vous parlais de lecture d'une partie de cette génération, et j'ai découvert Istrati au moment de sa réédition, mais plus précisément c'est en lisant, c'est pas du tout directement Istrati que j'ai rencontré, en quelque sorte, j'ai rencontré par l'intermédiaire de Nikos Kazantzakis. J'ai été assez fasciné adolescent, à la fin de l'adolescence, par la lecture de l'autobiographie de Kazantzakis, La lettre au Gréco. Et dans La lettre au Gréco, Nikos Kazantzakis évoque sa rencontre assez étonnante avec Panaïtis Strati, et c'est comme ça que j'ai lu Istrati. Et effectivement, ces romans m'ont enchanté. Il y a aussi sa vie engagée, ses engagements. Donc c'est comme ça que j'ai découvert. Tu veux que je dise quelques mots sur la vie d'Istrati? Oui, parce qu'il y a peut-être quelques personnes. Alors dire quelques mots sur la vie d'Istrati, c'est assez difficile. Je ne vous le cache pas, c'est l'exercice le plus difficile que j'ai à faire aujourd'hui. Alors, par où commencer? Pour quelqu'un qui ne le connaîtrait pas, Istrati a commencé est devenu un écrivain de récits, de fiction, à l'âge de 40 ans, et toute son œuvre de fiction est concentrée sur 11 ans. Il est mort en 1935, et son premier ouvrage qu'il a fait connaître au monde entier, on peut dire au monde entier, parce qu'aujourd'hui on ne se rend pas compte à quel point c'était un auteur célèbre et célébré. Donc c'était en 1924, au moment où il a été publié par les éditions Leader Kira Kiralina. Il y avait à peu près presque une trentaine de traductions dans le monde à partir de l'année 1924. C'est vrai qu'aujourd'hui, on imagine difficilement. Ça n'est pas les mêmes tirages qu'il a dans les différentes maisons d'édition qui se sont succédées après 1968, après que les éditions Gallimard les fait renaître. Donc, alors, oui, c'est vrai que ça va être très difficile de faire un résumé rapidement, mais je vais essayer. Il est né à Braïla, c'est le fils d'une blanchisseuse qui vendait son travail à des familles aisées pour faire des ménages, blanchir le linge, et d'un contrebandier grec qu'il n'a pas connu, puisque son père est mort, il avait à peine 1 an, et il a été élevé à la campagne. Sa mère pouvait difficilement s'en occuper, elle travaillait vraiment très durement, et ça a eu une importance pour lui, ne serait-ce que pour les paysages. C'était pas très loin de Braïla, c'était à Valdovinesti, et surtout pour ces deux oncles, l'oncle Dimi et l'oncle Engel, qu'on retrouvera dans ses récits, comme certains des personnes qui sont de son entourage, et qui lui racontaient des histoires traditionnelles roumaines. Ensuite, il a été à l'école primaire, qu'il a été obligé de quitter à l'âge de 13 ans, et là il a vécu de petits métiers, de différents métiers, jusqu'à ce qu'il aille à Bucarest, et qu'il voyage dans les pays du
Proche-Orient, essentiellement la Syrie, le Liban, l'Égypte, la Grèce aussi, seul ou avec un ami qu'il a connu dans une pâtisserie où il travaillait, Mikhailovitch, et pendant une amitié très forte. Alors, l'amitié dans la vie et dans l'œuvre d'Istrati sont un des facteurs, quelque chose de très important. Bon, évidemment, s'il fallait énumérer tous les amis qu'il a eus, ce serait encore plus long, mais on peut dire qu'on peut au moins en citer deux, cette amitié de jeunesse et d'adolescente avec Mikhaïl, et celle effectivement avec Kazantzakis, qui ont donné à Istrati les plus belles pages certainement sur l'amitié dans son œuvre, une œuvre qui s'appelle Mikhaïl, et aussi dans des lettres, dans sa correspondance avec Kazantzakis. Il a été à un moment donné employé aux ateliers mécaniques des docks du port de Braïla, et là il a découvert jeune la classe ouvrière, la condition ouvrière et la classe ouvrière. Il a été aussi en 1910 secrétaire du premier syndicat du port de Braïla, et cette connaissance du monde ouvrier sera très importante dans son évolution, dans son engagement, dans ses engagements. Il a connu aussi quelqu'un aussi qui a joué un rôle plus politique mais important et qui était un ami, même s'il n'y a pas de grande correspondance où il y a très très peu de choses. C'était Christian Rakowski, qui était un des grands dirigeants de l'Internationale communiste et qui est mort dans les camps de Staline. Donc ces voyages, l'amitié, les voyages sont très importants. Il écrit, ses premiers articles, il est devenu écrivain en 1924, mais ses premiers articles datent de 1910 dans la Roumanie ouvrière, qui était l'organe de presse du Parti ouvrier social-démocrate roumain. Et il y a toute une activité journalistique d'Istrati qui est en partie encore méconnue, notamment les textes qu'il a publiés à partir de 1910 jusqu'à la fin de sa vie. Mais ceux qui n'ont pas été publiés, c'est surtout ceux de cette période 1910-1916, qui n'ont pas été traduits encore en français. Il y en a eu quelques-uns dans un des cahiers. Oui, donc pour son activité journalistique, elle est essentiellement réunie dans deux volumes, le Pèlerin du cœur préfacé par Alexandre Talex, et un autre livre qui s'appelle Le Vagabond du monde, qui est donc un recueil d'articles qui est lui présenté par Daniel Léraud, un membre de l'association. Et dans les cahiers, les cahiers Panaït Istrati, qui ont eu une publication annuelle de 1985 à 1996, il y a eu 13 cahiers, où là il y a donc pas mal d'articles journalistiques. Mais ça représente en langue roumaine 3 forts volumes, donc il y a encore du travail pour l'association, pour des universitaires, pour des passionnés d'Istrati. Il était tuberculeux, il se retrouve en Suisse, je suis obligé de condenser, je m'en excuserai. Et c'est là, quand c'est en Suisse, dans un sanatorium, où il apprend le français avec un dictionnaire et en lisant Télémaque de Fénelon, ce qui est quand même assez exceptionnel. Et il rencontre un journaliste qui deviendra aussi une importante amitié, José Géouda, qui lui fait lire Jean-Christophe de Romain Rolland. Et là, sa vie va vraiment changer. Il va être tellement passionné par Jean-Christophe qu'il écrira à Romain Rolland. Je vous passe les détails assez romanesques, ça arrivera peut-être dans la conversation, de la manière dont il a pu connaître Romain Rolland, mais c'est vraiment une histoire effectivement assez romanesque. Et Romain Rolland, il a envoyé des lettres assez enflammées, où il racontait ses histoires, tout ce qu'il avait en lui. Et Romain Rolland lui dit, mais faites une œuvre de ce que vous me racontez. Et à partir, à un moment donné,
Listrati a envoyé 400 pages à Romain Rolland, qui l'a aidé à corriger les imperfections de son français. Et c'est ainsi que Kirakiralina est né. Et il y a alors le troisième aspect de son œuvre, l'aspect des fictions, l'aspect journalistique, et ses correspondances, et particulièrement la correspondance avec Romain Rolland, qui est là vraiment un chef-d'œuvre dans l'histoire des correspondances littéraires. C'est un chef-d'œuvre par deux aspects, par l'originalité des deux personnalités. Romain Rolland n'avait pas ni la même formation, ni la même origine que Panaït Listrati. Et on peut dire que c'était un grand bourgeois cultivé. Et ça, je crois que c'est un phénomène. Alors, je ne connais pas assez la littérature mondiale pour pouvoir le dire, mais il doit y avoir assez peu d'exemples de correspondance de ce type par rapport à l'origine des deux correspondants. Et surtout, c'est la naissance d'un écrivain. C'est vraiment toute la naissance de l'écrivain. Il y a des lettres où Romain Rolland le corrigeait mot à mot, et une amitié, et une correspondance amicale. Alors ça, des correspondances d'amitié, c'est l'essentiel généralement des correspondances, mais qui est assez étonnante. Ça, on peut dire que c'est un des chefs-d'œuvre de Listrati. Pour moi, c'est la correspondance avec Romain Rolland, c'est un grand livre Listrati, et d'une certaine façon de Romain Rolland. Son voyage, il est devenu entre-temps sympathisant de la Révolution russe, et donc il fait un voyage invité par les autorités soviétiques en 1927, au moment de la commémoration du 10e anniversaire de la Révolution russe. C'est un voyage de 16 mois en deux parties, et la première partie était plus officielle. Il y rencontre Victor Serge, une autre amitié importante, en tout cas aussi bien amicale que politique. Et il y rencontre aussi Kazantzakis pour la première fois. Et donc, ils vont faire un voyage, car Kazantzakis, sa compagne, qui deviendra son épouse, Eleni Samios Kazantzakis, et la compagne de Panaït Listrati, qui est Marie-Louise Bobby, dite Bilili. Donc, ces deux couples vont avoir un laissez-passer et vont voyager tout à fait librement dans l'URSS de 1927-28. Et évidemment, c'est le désenchantement. Puis évidemment, c'est peut-être plus facile à dire aujourd'hui, mais donc le désenchantement de Listrati a été très fort. Il va produire un témoignage, Vers l'autre flamme, qu'il publiera donc en novembre ou décembre 1929, malgré plus que les réticences, malgré le refus que lui signifie Romain Rolland. Et là aussi, dans sa correspondance, c'est assez étonnant de voir comment Listrati lutte entre ces pour dire la vérité de ce qui pour être le plus sincère total, et son tourment vis-à-vis de Romain Rolland, qui est son père spirituel, qui est une amitié, mais une amitié paternelle, filiale. Et là aussi, c'est assez étonnant. Et alors, à ce moment-là, la vie de Listrati, elle avait basculé une première fois dans la notoriété avec Kirakiralina, et là, elle va basculer, le terme pas tout à fait mal choisi, basculer, mais du moins dans le premier cas. Mais là, la plupart de ses anciens amis, qui étaient évidemment des gens de gauche, et beaucoup d'intellectuels de gauche, vont complètement l'abandonner, y compris Romain Rolland, bien que Romain Rolland n'ait pas participé à une campagne. En plus, non seulement certains de ses amis l'ont abandonné, mais alors une partie est essentiellement des intellectuels staliniens, notamment Henri Barbusse, vont organiser une campagne de calomnie, mais d'une virulence qu'on n'imagine pas aujourd'hui.
Et donc, ça va être pour la vie d'Istrati une désillusion par rapport à sa foi révolutionnaire vis-à-vis de la révolution russe, et bien plutôt sa foi révolutionnaire, parce qu'il avait une conception religieuse du communisme, et une grande désillusion par rapport à ses amitiés, intellectuelles, et aussi par rapport au milieu intellectuel, au milieu des écrivains, dont il se méfiait toujours, mais qu'il mettait sur un piédestal. Il pensait qu'un écrivain ne pouvait être ne pouvait avoir qu'une unité dans sa vie et son œuvre, dans l'exaltation de la beauté, de l'amitié, de la fraternité. Et là, ça va être une grosse désillusion. Et ensuite, donc, il retournera, sa tuberculose va s'accentuer énormément à partir de 1931. Il retournera à Brăila, il retournera en Roumanie, il sera soigné dans des monastères et dans un sanatorium, et ensuite il mourra en 1935 avec deux bonheurs dans sa vie, celui d'Alexandre Talex et de Marga, sa dernière épouse, Margareta Idzescu-Istrati. Voilà, mais après avoir écrit oui, il ne faut pas l'oublier, je pense, après avoir écrit pendant les 4 derniers mois de sa vie quelques articles dans une revue qui s'appelait La Croisade du Romanisme, dont on aura peut-être à parler, mais qui ont fait qu'il a été traité à tort d'antisémite et de fasciste essentiellement effectivement par les staliniens, par des intellectuels qui n'avaient même pas lu les articles en question. Et je dis bien que c'est à tort. Voilà un petit peu pour la vie d'Istrati. Alors, je ne sais plus si dans nos précédentes discussions, tu parlais beaucoup du refus de parvenir. Oui, alors. Est-ce qu'on peut associer justement les derniers articles d'Istrati, l'homme qui n'adhère à rien, à cette conception Alors le refus de parvenir, ça c'est certainement quelque chose que moi j'admire beaucoup chez Istrati. Le refus de parvenir, c'est d'abord chez lui un goût pour la liberté, mais un goût dont il a payé le prix. C'est-à-dire que aux grandes dames de sa mère, quand il était enfant, comme souvent toutes les mères veulent que, et notamment quand c'est un garçon, mais quand c'est une fille aussi, qu'il se marie, qu'il ait des enfants, qu'il ait des situations stables, et il y avait l'appel du grand large, l'appel de la liberté qui était plus fort chez Istrati, et cette flamme, parce que c'est souvent un terme qu'il emploie, cette énergie créatrice qu'il a trouvé finalement à s'exprimer. Mais il a toujours été, effectivement, il a refusé de faire aucune concession par rapport à ce qu'il pensait. C'était quelqu'un qui disait ce qu'il pensait et qui faisait ce qu'il disait. Ce qui est quand même assez rare parmi les intellectuels et les écrivains. Peut-être encore plus aujourd'hui, mais ça, je l'ai vu. Et oui, après, il y a d'autres choses qui me... Si vous voulez, ce qui m'intéresse plus... Alors, par rapport à la croix... Alors, oui, l'idée de l'homme qui n'adhère à rien. Alors ça demanderait une discussion, alors peut-être dans je sais pas, après des questions, mais c'est un peu pour moi, c'est un... En fait, si on lit bien l'homme qui n'adhère à rien, l'article, adhérer ou ne pas adhérer, et les articles qu'il a écrits à partir de 1932, c'est un peu un terme qui reste un terme, je dirais presque littéraire, parce qu'il n'adhérait pas à une organisation, d'ailleurs il le dit explicitement, mais jusqu'à la fin de sa vie, y compris en 1933-1934,
il a défendu Victor Serge, donc c'est une adhésion. Il a défendu il y a une grande grève des cheminots en 1933 en Roumanie, et il les a défendus. Donc il était quand même toujours du côté il a toujours été du côté des opprimés, des vaincus, selon son expression. Et il avait un engagement. Après, effectivement, c'était par rapport à cette désillusion et à sa croyance dans le communisme qu'il a écrit L'homme qui n'adhère à rien, et en rapport aussi avec une polémique avec Madeleine Paz, qu'il avait eu. Madeleine Paz, qui est quand même restée une de ses amies, qui n'a pas fait partie de la bande des calomniateurs. Je le précise parce que elle avait une divergence politique avec lui, mais c'était une divergence politique, c'est différent de la calomnie. Et après, bon, voilà un petit peu ce que je peux dire sur l'adhésion. Mais ce qui m'intéresse, oui, c'est un peu ce que chez Istrati, c'est justement, alors ce que je trouve assez étonnant, c'est cette tension qu'il y a en permanence, alors, dans son œuvre et dans sa vie, entre cette liberté assumée, cette exaltation de la liberté, mais qui n'est pas qu'une exaltation littéraire, et dont il a payé le prix, et qui est une liberté qui serait indépendante un peu des conditions sociales, et la conscience aiguë de la liberté pour ceux qu'il a toujours défendus, pour la classe ouvrière, les plus démunis, les vaincus, que cette liberté, ils ne pouvaient la conquérir que par eux-mêmes, et qu'en combattant le capitalisme. Il y a toujours ça, y compris dans les derniers articles de la croisade du romanisme. Ça, et cette tension, ce qui en fait le côté profondément humain ce qui fait de son œuvre et de sa vie. Mais c'est une tension permanente. Et ça me... il est vrai que... Alors, parenthèse, moi, je suis revenu à l'association. J'étais dans l'association depuis 1984, on en reparlera, mais dire, maintenant je lis Istrati d'une autre manière que la manière dont je pouvais le lire quand j'avais 18 ans. Et d'abord, je suis obligé d'être beaucoup plus sérieux, de regarder ligne à ligne, de faire un travail presque peut-être pas d'exégèse, mais pas loin. Et c'est vrai que ça c'est ce qui m'a frappé en préparant, c'est tout simplement cette conférence. C'est regarder tous ces articles et toute son évolution, et cette tension permanente entre cette liberté qui n'est pas abstraite et qui n'est pas purement individuelle. C'est vrai qu'il y a un côté libertaire, alors dans adhérer ou pas adhérer, dans l'homme qui n'adhère à rien, il y a un côté libertaire, je ne dirais pas un côté anarchiste, je dirais un côté libertaire, mais en même temps, il y a toujours cette conscience qui lui vient évidemment de son origine sociale et de sa volonté, de son refus de parvenir, de sa volonté de ne pas trahir les siens, de ne pas trahir son origine, de penser que malgré tout, malgré les organisations les plus démunis ne pouvaient que combattre le capitalisme. Et ça transparaît, j'ai dit bien précisément, vraiment, après une lecture très attentive des derniers articles, ça transparaît dans ces derniers articles. Et voilà, il y a cet aspect-là. Alors il y a peut-être l'aspect aussi, il n'avait pas une vision, alors évidemment, puisqu'il faisait partie d'une certaine façon, enfin pas d'une certaine façon, de la classe ouvrière, peut-être pas au sens, sens d'un métier permanent, parce qu'il n'a jamais eu de métier permanent en dehors de celui d'écrivain. Il n'a pas eu une vision monolithique de cette classe, et une vision qui était partagée, alors une vision qui était celle de la plupart des intellectuels de gauche de l'époque, qui pensaient que la classe ouvrière était porteuse d'une rédemption de l'humanité, qui voyait la classe ouvrière comme un tout homogène. Et ça c'est toujours aussi, c'est très très net dans ses ouvrages. On peut dire que Istrati est un écrivain prolétarien, on peut le mettre dans cette catégorie,
mais en même temps, c'est pas un écrivain prolétarien comme Henri Poulaille ou comme d'autres pour lesquels, encore une fois, la classe ouvrière est vraiment un peu une nouvelle religion. Et ça, c'est très attachant. Et notamment, alors, il y a quelque chose que j'aime beaucoup, c'est dans la fin de présentation des Haïdouks. Quand un jeune Haïdouk, je crois que c'est le fils de Cosma, Jérémy, qui dit moi je suis un Haïdouk parce que j'aime la liberté. Et tout de suite, le Haïdouk le doyen des Haïdouks, qui n'est pas nommé, je crois d'ailleurs, si je me souviens bien, dit mais moi je suis pour que les Haïdouks défendent les opprimés, et en même temps il nuance son approche de ce que sont les opprimés les plus démunis, en disant qu'ils participent aussi parfois de leur propre exploitation. Et je le dis mal évidemment, ce que dit Strati vraiment d'une très très belle façon dans les 2 dernières pages de présentation des Haïdouks. Mais il n'y a pas que les Haïdouks aussi. Alors, pour ceux qui ne connaissent peut-être pas on parlera de ce que sont les Haïdouks. Voilà, après, c'est l'œuvre littéraire qui d'abord m'a étonné, parce que en lisant l'autobiographie de Lettres au Gréco, je voyais un peu quel personnage je pouvais être, mais dès que j'ai lu Les Charbons du Ouragan, une œuvre littéraire qui est populaire et très riche. Ça, les 2 aspects sont vraiment sont liés. Comment t'es venu à l'association? C'est suite à la lecture de Lettres au Gréco ou Alors non, ça, alors, après, moi je suis pas du tout comme Istrati, il fallait que je travaille, j'ai un travail régulier, je n'ai pas osé, effectivement je faisais partie un peu d'une génération qui faisait un peu aussi les voyages, et c'était ma fascination d'ailleurs pour Istrati. J'aimais bien lire les poètes de la Beat Generation, Jacques Kerouac, et après, ma mère m'a dit qu'il fallait travailler. J'ai travaillé, j'ai eu un travail régulier, et c'était je suis venu à l'association, c'était en 1984, et parce que donc j'ai travaillé comme représentant chez Gallimard, et c'était mon travail quand j'étais 5 ans libraire à Nice. Alors la ville de Nice, d'une certaine façon, vous entendez bien, je crois, a contribué peut-être un petit peu au mythe d'Istrati. Et ensuite, j'ai été représentant, et c'était au moment où justement le livre d'Alexandre Talex paraissait. Donc c'était voilà comment je suis venu à l'association, et surtout alors j'ai fait une rencontre avec quelqu'un qui est devenu un ami, mais vraiment un ami intime. Et ça a été très, très important dans le fait que maintenant je suis dans l'association aujourd'hui, et j'en suis l'animateur. C'est un ami qui était devenu un grand ami, qui est décédé, au moment où moi je prenais ma retraite, et en fait c'est vrai que ma motivation ça a été de lui rendre hommage, mais alors lui rendre hommage dans un bulletin qui n'existait plus depuis 13 ans, et comme je connaissais bien l'ancien président de l'association, qui habitait près de chez moi et avec lequel je faisais un repas 2 ou 3 fois dans l'année, il m'a dit si tu veux, moi je te donne les anciennes adresses, et c'est comme ça que c'est reparti. Nous sommes allés tous les 2 à l'enterrement de cet ami, c'était aussi un ami de l'ancien président. Et en fait, ça je le dis parce que c'est vrai que c'est bien en rapport avec l'histoire d'Istrati. C'est vraiment une histoire d'amitié. Je ne pensais jamais, moi je voulais écrire un article, et puis voilà, d'une certaine façon. Et je pensais qu'on allait être 10-15 avec les 40 adresses que m'avait donné Christian Golfetto. Et en fait, ça m'a poussé au-delà de ce que j'espérais, non, mais je ne
c'est pas, voilà. Donc c'est vrai que c'est assez important. C'est peut-être un peu ça, c'est l'originalité de l'association, parce que justement cette association d'amis d'auteurs, mais vraiment liée à cette histoire d'amitié, peut-être pas que. Oui, alors pour moi, oui, mais c'est vrai que c'est une des caractéristiques marquantes de cette association. Alors, je suppose que dans les associations des amis de Marcel Proust, de Jean Paulhan, il y a aussi des amis. Il n'y a pas que les universitaires. Mais enfin, c'est vrai que dans l'association des amis d'Istrati, c'est une constante. L'amitié, on la sent avec les différents, comme tout groupe humain, avec les différences, les engueulades, les divergences. Mais donc c'est assez important. Et là, et il faut dire quelques mots sur l'origine de l'association, un peu par rapport, parce que c'est quand même, donc elle est, c'est ce que tu me posais comme question aussi. Son origine par rapport à une petite histoire de l'association. Donc c'est sous l'impulsion de Joseph Kessel et de Roger Grenier que les éditions Gallimard et de la veuve d'Istrati, Margareta Istrati, qui faisait le tour des éditeurs en 1967 avec Monique Jutrin, qui est la première biographe d'Istrati. Vous pourrez trouver le livre à la librairie qui est derrière. Et ce sont ces 4 personnes qui ont constitué la réédition de l'œuvre d'Istrati chez Gallimard. Et ensuite, l'association s'est constituée au même moment avec ces mêmes personnes, Roger Grenier, Joseph Kessel, premier président d'honneur, Monique Jutrin, et bien sûr Alexandre Talex et Margareta Istrati. Il y avait Jean Stanesco aussi. Et Jean Stanesco aussi, qui a été avec Alexandre Talex, c'était les deux Roumains en quelque sorte, enfin les deux Roumains. Jean Stanesco vivait en France, Alexandre Talex en Roumanie. Et donc c'est Jean Stanesco qui était le plus âgé. Il a connu Istrati, Jean Stanesco, alors je ne vais pas dire de bêtises, je crois que c'était en 1920. Voilà, donc, et c'est avec Jean Stanesco, Édouard Redon, et un troisième, on m'excuserait d'avoir oublié le nom, donc qui ont constitué l'association, et ensuite elle s'est développée. Mais c'est vrai qu'elle est aussi originale par le fait que ça faisait à peu près 40 ans que Istrati n'était plus publié. C'est quand même assez rare pour un auteur de cette importance. Ça c'est assez rare. Alors pour des raisons qui... L'œuvre a été interdite jusqu'en 1957. Voilà, elle était interdite en Roumanie. Pendant la Seconde Guerre mondiale, certains de ses livres étaient sur la liste auto. Et c'est vrai la postérité éditoriale et littéraire de son œuvre a joué de malchance. Et bon, il est mort en 1935. Donc il y a eu cette campagne de calomnie qui a beaucoup joué. Son éditeur d'origine, Reader, a fait faillite. La Seconde Guerre mondiale arrive, il y a donc les régimes de la Roumanie, le régime autoritaire de la Roumanie d'avant 1947 et ensuite le régime stalinien, ont fait que tout ça a pesé sur cette destinée éditoriale et littéraire. En Roumanie, il a commencé à être republié en 1956, il était interdit auparavant, uniquement son œuvre littéraire, évidemment, pas Vers l'autre flamme, pas son témoignage sur l'URSS, mais il a été publié en Roumanie à cette époque-là, je précise, dans des conditions où il était annexé par le régime stalinien au nom d'un nationalisme, d'un stalino-nationalisme, donc, il était assez, d'après les spécialistes, moi je ne suis pas un spécialiste du roumain, mais c'était reconnu que ses premières traductions étaient des mauvaises traductions.
même, alors il a traduit certains de ses livres, mais les traductions qui étaient faites par d'autres à l'époque en 56. Bon. Ceci dit, moi il faut quand même le reconnaître, il valait mieux pour les Roumains lire Istrati, même si c'est dans la mauvaise traduction, que pas Istrati du tout. C'est un moindre mal, si je puis dire. Hein. Bon, c'est les traductions de Eugène Barbu, ou Eugène Barbus. Mais par contre, en France, c'est vrai qu'on ne trouvait plus ces livres. Alors, on trouvait Roger Grenier. Alors, Roger Grenier a découvert, lui, ses livres juste avant-guerre, notamment dans les éditions illustrées. Donc, vous pouvez voir certaines reproductions dans les affiches. Donc, je dis au passage que si ça intéresse certains, qu'elles sont en vente au prix de 10 € pour l'organisation du festival, pour la librairie, mais pas, pour tous les frais qui sont inhérents à ce festival. Voilà, donc ça aussi, il y a des affiches qui vous intéressent. Bon. Mais Roger Grenier, c'est assez amusant. Je sais plus. Alors là, on n'a pas la reproduction, mais il y a un des personnages, qui est un personnage féminin, qui avait la poitrine dénudée, et Roger Grenier disait que c'était un souvenir de ses lectures de jeunesse qu'il avait ému. Bon, ça c'est assez anecdotique. Donc, oui, un peu son origine. Peut-être continuer sur le rôle de l'association, puisque il y a eu justement avec cette dictature de Ceausescu, l'association a apporté une certaine aide, on peut le dire, aux membres de l'association roumaine, et puis dans la réédition de Vers l'autre flamme, qui est intervenue quelques mois avant la chute du mur. Oui, alors, effectivement, les associations d'écrivains publient effectivement généralement souvent des inédits, mais dans leur cahier ou leur bulletin. Mais c'est vraiment l'association qui, en 1977, donc je crois que c'est après 40 et quelques années, de 1929 à 1977, on ne trouvait plus Vers l'autre flamme, publié par Rieder, donc en France, en 1929. Bon, il a été épuisé relativement dans les deux années 29, 30, 31, on devait le trouver encore en 31, 32, 33. Et ensuite, ça n'avait jamais été réédité. Et là, c'est vraiment le grand mérite de Marcel Mermoz, qui était le second président de l'association, qui a donc publié, alors dans une forme associative, assez artisanale, en 1977, Vers l'autre flamme. Ensuite, les éditions 10-18 l'ont repris en 1980, et en 1987, c'est Folio qui a repris donc la publication et dans une édition grand public, puisque évidemment les éditions de l'association sont des éditions plus ou moins confidentielles. Donc ça a été vraiment, pour l'œuvre d'Istrati, c'était fondamental. Est-ce qu'il y aurait bien un éditeur qui l'aurait publié, mais quand? Et ça a été un combat, parce qu'il faut se replacer aussi en 77. En 77, c'est avant 1989 et avant 1992, avant la chute de Ceausescu et l'effondrement du stalinisme en URSS. Et donc ça a été un véritable combat. Et l'autre originalité qui lui est liée, c'est effectivement le lien que l'association, les Français, l'association ont entretenu avec les Roumains, les Roumaines et les Roumains. Et vous avez d'ailleurs ici la présidente de l'association roumaine qui s'est constituée évidemment après 1989, puisque les associations indépendantes n'étaient pas autorisées sous Ceausescu, et qui est présente parmi nous et à laquelle je rends hommage, Camelia Stănescu. Mais Camelia a connu cette période avec Alexandre Thalès, Marc Alistrati, où les Français, d'ailleurs dans certaines lettres que j'ai eues
qui était envoyé entre Christian Golfetto, Camélia, Alexandre Talex, il y avait des... Enfin, c'est pas dans les lettres qu'il y avait des commentaires, mais ces lettres étaient parfois tronquées par rapport à la censure. Ça, c'est ce que Christian Golfetto me disait, et même m'a dit. Et il y a un livre qui a été écrit par une roumaine de l'association qui relate aussi ces faits. Donc l'association a joué un rôle vis-à-vis des Roumains qui ont pu aussi, dès que les autorités roumaines ont permis la republication en Roumanie des œuvres d'Istrati, que des chercheurs comme Alexandre Talex, les membres de l'association, viennent en France avec un visa parce que ils travaillaient sur Istrati. Donc c'est un rôle qui n'est pas un grand rôle, n'a pas libéré la Roumanie des géoles staliniennes, mais c'est un rôle original, c'est une originalité, et c'est tout au mérite de ceux qui ont fait l'association à cette époque-là, et qui, alors certains sont toujours membres de l'association. Ça, c'est une grande originalité, il faut vraiment leur rendre hommage. Et d'ailleurs, moi, une de mes réticences, quand j'ai assisté à l'époque, au début en 84, quand j'ai adhéré à l'association, j'avais assisté à un colloque à Nice, et faussement naïvement, j'avais posé la question, parce qu'il y avait des autorités culturelles roumaines qui étaient venues, mais pourquoi Vers l'autre flamme n'est pas publié en Roumanie? Bon, c'était un peu, il fallait bien que quelqu'un pose la question. Bon, je ne me rappelle même plus de la réponse, il y a eu certainement une réponse très diplomatique, mais je me souviens qu'une dame qui est maintenant décédée, qui a écrit un livre sur l'image paternelle dans l'œuvre d'Istrati, Elisabeth Geblescu était venue me voir. Je lui dis, ah bon, vous avez posé cette question? Ben, je dis oui, ça me paraissait. C'était pas possible à un moment donné de ne pas la poser, de rester dans un. Alors, il y a eu évidemment, c'était l'ambiguïté, comme toute ambiguïté qu'il y a dans les rapports avec des institutions qui viennent de pays de dictature où il n'y a pas un système de parti unique, mais en même temps, les invités permettaient aussi d'avoir qu'Alexandre Talex vienne, que Margareta Isescu-Istrati vienne en France, et a permis des recherches sur Istrati. Alors ça, c'est une grande originalité de l'association. Et maintenant, c'est quoi les projets de l'association? Alors, les projets, alors ce qui est extraordinaire, c'est quand même encore une fois, moi je pensais vraiment qu'on allait être une dizaine, et puis je reçois un jour un coup de fil, c'était au printemps juste avant l'été 2012, de Jacques. Je ne sais plus comment tu avais trouvé mon. Vous parlez des éditions en ligne qui venaient de rééditer le livre, d'éditer le livre des lignes. Voilà, et qui me dit, je vais aller en Roumanie, est-ce que vous connaissez quelqu'un, parce qu'à l'époque, vous voyez, est-ce que vous connaissez quelqu'un? Et je dis, oh là là, c'est un président de l'association, c'est un président. Et donc, alors je lui dis, moi je connais, mais uniquement en relation téléphonique et épistolaire, Camélia Stanescu, donc le président de l'association roumaine, et c'est comme ça que Jacques a fait connaissance est allé en Roumanie, qui voulait aller en Roumanie, avec Camélia, et donc on a fait connaissance, et moi donc l'association, alors ces projets, c'est effectivement qu'il y ait beaucoup plus de personnes, c'est pas uniquement un projet, de tous âges, mais de jeunes qui s'intéressent évidemment à Istrati, mais ce sont les projets de n'importe quelle association, créer des animations en librairie, organisées soit par l'association, soit par les libraires eux-mêmes, organiser aussi éventuellement des colloques, mais ça dépend du nombre d'universitaires qui viendront dans l'association. Ça serait évidemment de reprendre la parution, mais là c'est un très très gros travail qui dépend aussi du travail d'universitaire, de reprendre la parution annuelle des cahiers Panaïs Istrati. Ceci dit,
on le fait à une toute petite mesure, mais vraiment une très petite mesure dans le bulletin qui paraît 2 fois par an, qui s'appelle le Haïdouk. Vous avez le dernier exemplaire là, qui est envoyé gratuitement aux membres de l'association. On essaye de faire un peu en fonction des articles qui arrivent, mais là aussi, moi je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de personnes qui souhaitent écrire sur Istrati d'emblée. Et là, depuis que l'association sa première assemblée générale était en novembre 2012. Elle a réuni une vingtaine de personnes à Paris, avec une trentaine de personnes qui avaient envoyé des pouvoirs sur après 13 ans d'inexistence, mais en fait des gens qui faisaient confiance à ce qui allait se décider. Là, il est vrai que ça s'est fait aussi chez Gallimard. Je ne sais pas si ça a eu une importance ou pas, mais enfin moi j'ai usé du peu de... Parce que moi je suis un fantassin de Gallimard, j'étais un représentant, je visitais les librairies, mais à ce moment-là j'ai pris ma plus belle plume, un an après ma retraite, et j'ai écrit Antoine Gallimard, je lui rappelais qui j'étais un petit peu, et que j'avais travaillé beaucoup pour lui, et donc je ne pensais d'ailleurs pas, et il a accepté que la première assemblée générale soit dans les locaux de Gallimard. Donc Henri Stiller, qui était un universitaire allemand qui travaille à l'université de Vienne, est venu, donc il y a eu un écho auquel je ne m'attendais pas et qui me surprend encore aujourd'hui. Alors, ce qui serait vraiment... Il y a 2 choses qui seraient vraiment extraordinaires pour Istrati, c'est de publier, peut-être pas la totalité, mais en tout cas les articles les plus intéressants, et éventuellement la totalité, des articles parus en langue roumaine. Mais là, ce n'est pas qu'un travail de traduction. Il y a un travail en rapport avec les originaux qui sont évidemment, qui pour Istrati sont inévitablement éparpillés, parce qu'il y a le fonds il y a un fonds qui est au musée de la littérature roumaine, il y a un fonds qui est à la maison mémoriale, le musée de la littérature roumaine de Bucarest, un fonds qui est à la maison mémoriale de Braila, et 2 autres fonds, un petit fonds à Nice, à l'université de Nice, et un fonds assez important qui est à l'IMEC, l'Institut Mémoire de l'édition contemporaine, qui est à Caen, qui est un organisme qui réunit beaucoup d'archives d'écrivains et d'intellectuels du XXe siècle. Et il y a un grand fonds là, Istrati. Alors ça serait évidemment déjà d'établir la liste, tout simplement, de ce qui a été publié en français par Alexandre Talex, par Daniel Leroux, dans le Vagabond du Monde et dans le Pèlerin du Cœur, et de les confronter à une édition. Alors c'est l'édition de... moi, je fais défaut, je crois que c'est Iorgulescu. Il y a une édition roumaine dont l'éditeur universitaire est décédé, en 3 volumes, qui est difficilement trouvable, mais qu'on essaye de trouver. Alors, il y a certaines personnes dans l'association, ont un exemplaire, donc d'établir tout simplement la corrélation qu'il y a entre ce qui a été publié en français et ce qui n'a pas été publié. L'auteur, c'est Ion Ursulescu. Voilà, Ion Ursulescu. Oui. Ursulescu. Et Ion. le livre a été publié chez... Humanitas, les 3 crawls. Voilà. Alors donc là... Et ça a coûté très très cher, et l'auteur n'a pas pu se permettre de faire cadeau aux membres de notre association. Il en a été membre de l'association, le livre, donc il était là. Et je ne sais pas s'il va être édité, je ne sais pas. Il faudra se mettre d'accord avec la maison d'édition. Oui, alors Mariana Perissadou l'a fait, mais bon, pour l'instant sans succès. Ils n'ont pas trouvé dans leurs archives un exemplaire. Alors Marta Popovici en a un exemplaire du premier volume. On finira par le trouver chez des bouquinistes ou des libraires d'anciens roumains. On essaie évidemment par Internet. Voilà, mais ça c'est un des projets, donc ça veut dire qu'il y a quand même des inédits. Et alors,
Bon, ça c'est peut-être un projet qui dépasse évidemment l'association, qui dépend de... Ça serait d'établir une édition annotée et commentée des œuvres illustratives, mais ça c'est un travail qui demande une réunion d'universitaires qui s'entendent pour travailler. Voilà, mais ça peut... Après des expositions, évidemment, des expositions dans des lieux comme... Pour les écoles, si on peut le faire dans des écoles, pour populariser comme n'importe quelle association l'œuvre d'illustrative, c'est vrai, monter une exposition. Alors, il y a eu une exposition dont on n'a pas retrouvé les panneaux, qui a existé à un moment donné. Il y avait une vingtaine de panneaux qui avaient été faits d'ailleurs par le musée de la littérature roumaine de Bucarest. Constantina Stoian qui s'en est occupé. Mais je crois qu'ils ont été donnés à l'association française et là, ni Christian Golfetto, ni Ali Mec, on n'a pas trouvé des panneaux. Donc, ça serait de refaire des panneaux qu'on aurait pu utiliser ici, sur la vie illustrative, avec les petits commentaires. Ça, c'est un petit travail. Ça, c'est tout à fait à la portée de l'association. Et de publier donc les deux exemplaires. Les deux livraisons annuelles du Haïdou. Voilà, déjà, c'est un peu nos projets. Alors, évidemment, c'est un peu paradoxal pour quelqu'un pour un auteur qui n'adhérait à rien, de vous solliciter, pour celles et ceux que ça intéresse, d'aider l'association, de soutenir l'association. Qui n'est ni une entreprise commerciale, je le précise, ni un service public, bien que, alors on a créé un site au tout début de l'année, et là le site, je ne dis pas qu'il fait office de service public, mais enfin le travail qui a été fait pour le site est à la disposition gratuitement des membres au nom de l'association, enfin comme tout site, hein, et pour l'instant il y a quand même pas mal de choses, je crois, sur qui veut travailler sur Illustrative. On essaye de donner le maximum au niveau bibliographique, au niveau informatif, et évidemment les informations sur les activités de l'association. Quand Jacques Beaujard va faire une petite conférence, une rencontre sur Illustrative, c'est noté. Quand on sait quelqu'un même qui ne fait pas partie de l'association parle d'Illustrative, on le note. Mais donc il y a cette activité, et puis il y a le coût, tout simplement le coût de fabrication des bulletins. Voilà, tout ça demande un travail de longue haleine, voilà un peu ces projets. Si j'en ai peut-être oublié, sur d'autres sur lesquels je n'ai pas. Deux questions, un précis biographique et puis une question plus générale. Il avait semblé que Strati avait eu connaissance de Romain Rolland avant d'arriver à Marseille, avant d'arriver en Europe. Et non pas après, quand il était à l'ESA en Suisse, et sous la découverte de... Non, il le découvre vraiment en Suisse quand il était au sanatorium. Et c'est Géouda qui lui a... D'accord. Et quand il arrive en France, voilà, j'ai un peu oublié, il arrive avec un ouvrage qui n'est pas un ouvrage de Romain Rolland. Non. En 1913, c'est le premier voyage. Ouais. Non. Au moment où il va vraiment être à Marseille, quasiment... au moment où il va faire sa tentative de suicide. Le premier voyage, c'est en 1913, il reste à Paris. Et donc il reste chez Gauthier Ionesco. Donc à ce moment-là, il ne sait quasiment pas parler français. C'est le deuxième voyage, alors qu'il est à Marseille, alors qu'il va... mais entre-temps, il y a eu ce voyage en Suisse. Il a rencontré le premier voyage qui lui a fait la connaître à Paris. Donc il reste chez à ce moment-là, il ne sait quasiment pas parler français. C'est le deuxième voyage, alors qu'il est à Marseille, alors qu'il va... mais entre-temps, il y a eu ce voyage en Suisse où il a rencontré Josué Géouda qui lui a fait connaître Romain Rolland. C'est pour ça qu'à ce moment-là, il y a ensuite la lettre de Romain Rolland. C'est ça. Une question plus générale, quelle est la place d'Illustrative? Là, vous avez parlé un petit peu, parce qu'il a écrit quelle est la place d'Illustrative en Roumanie aujourd'hui. Qu'est-ce que ça représente pour les Roumains? Alors là, je crois qu'il faudrait plutôt que ce soit quelqu'un de Kabylia peut peut-être répondre sur la place de l'œuvre d'Illustrative dans la Roumanie d'aujourd'hui. On a eu un film, vous savez, qui a joué à l'INA,
Vous entendez, il faut... On a eu un film qui n'a pas eu un grand succès à cause du fait que, bon, il a été un peu, je sais pas, c'était pas illustratif. C'était pas illustratif. Oui. Comme me dit mon ami là, au film manque le souffle illustratif. Et alors c'est ça, ce qui concerne les livres, c'est Maria Kodalucciani, une Brailla, qui est un écrivain, une femme, qui a écrit ce panel illustratif, qui a une activité exceptionnelle en ce qui concerne l'auteur, parce qu'elle a été une très chère amie de Margareta et de Alex. Et alors, elle a pu vivre dans cette flamme panel illustratif. Du reste, c'est le musée de Brailla, qui a une activité importante. Et ce sont les étudiants qui font des thèses. En ce qui concerne, je ne sais pas, en ce qui concerne le travail de l'association, nous avons l'intention de réaliser un site internet et ce que nous nous proposons, ce que nous avons fait pendant des années, ça a été essayer d'attirer les jeunes plus près de l'œuvre illustrative, essayer de les faire comprendre l'œuvre illustrative. Et nous avons eu ces jours-ci, avant mon départ de Roumanie, une rencontre au lycée. Vous connaissez peut-être, très important, l'école centrale de Bucarest. On a eu cette rencontre qui a été organisée par Amopa. Et nous aussi, on a présenté l'histoire de l'association en images, documents, et surtout, parce que j'ai travaillé à la radio et j'ai eu une expérience importante en ce qui concerne des camps internationaux de création panadministrative qu'on a réalisé avec l'association roumaine, l'association française, excusez-moi. Alors on a eu cette possibilité de transmettre, de faire un transfert, de transmettre aux jeunes la passion pour panadministrative. Et les jeunes qu'on a eus avec nous dans les ateliers de création panadministrative sont devenus aujourd'hui des professeurs de français, ils travaillent dans des universités comme par exemple Rodica Grigore qui travaille à l'université de Sibiu. Donc en ce qui concerne panadministrative, nous faisons ce que nous pouvons et je pense que surtout à travers le théâtre c'est très important de faire quelque chose parce que les acteurs sont les vecteurs de panadministrative. Nous avons eu un grand acteur qui a travaillé énormément pour panadministrative dans des spectacles radiophoniques et surtout sur la scène, c'est le formidable Florian Pipich, qui a été en Roumanie la voix de panadministrative. Et maintenant, nous pensons, il y a en France Jacques, qui est très important par tout ce qu'il fait, et en Italie, il y a un jeune Italien qui s'appelle Vlad Scolari, qui est italo-roumain, et qui a fait un spectacle panadministrative vers l'autre flamme, vers un'altra fiamma, qui a eu un succès important à Gênes, Rome et Milan. Et maintenant, il a un projet, il voudrait faire une sorte de pièce de théâtre avec des fragments des œuvres de panadministrative dans plusieurs langues, notamment le français, l'italien et le roumain. Et j'ai été, avant mon arrivée en France, avant mon départ pour la France, j'ai été voir la classe de l'Université nationale de théâtre de Florin Zanfirescu. J'ai vu quelques acteurs qui sont intéressés par un tel projet panadministrative. Donc, pour l'avenir, nous voulons faire des choses. Je crois qu'avoir l'enthousiasme de l'association française et surtout celui de Jacques, on va réussir.
Et si vous permettez de prolonger ma question, c'était plutôt de savoir, au-delà de l'intérêt de ce que vous venez de dire, savoir comment Istrati est lu par les Roumains par eux-mêmes. Parce que, est-ce qu'il est lu ou est-ce qu'il est aussi, je ne sais pas si je dois dire connu ou méconnu, qu'il est en France? Je vais essayer de faire parler mon ami. Non, si vous voulez une réponse à cette question, le fait que pendant plus de 40 ans, il a été oublié, il a été banni du monde littéraire, bien sûr que ça a laissé des traces et qu'il y a pas mal de jeunes qui ne savent même pas qui est Panaïtis Strati. Ça, c'est vrai. Mais justement, c'est le rôle des associations comme celle de Roumanie et comme celle de France qui doivent faire connaître l'œuvre de Panaïtis Strati. Parce qu'il y a des étudiants qui s'intéressent à lui, il y a des littéraires qui font des thèses, qui écrivent des livres. Et c'est vrai, parce que je crois que c'est ça qui vous intéresse le plus. Il n'est pas l'auteur populaire qu'il mériterait d'être. C'est-à-dire que Istrati, même en Roumanie, la jeunesse ne la capte pas comme un vecteur de passion, d'idéaux et ainsi de suite, parce que il n'a pas été popularisé au point. Bien sûr, il y a des spectacles, il y a des émissions, il y a du théâtre radiophonique, mais c'est très peu par rapport à ce que Istrati mériterait d'avoir comme image partout. Et Christian Deleu parlait du fait que, bon, quand il a parlé des projets de l'association, il parlait de rencontres avec des jeunes dans les écoles, des étudiants. Je crois qu'il y a autre chose qui est très très important, que chacun de nous, qui connaissons Istrati et qui l'aimons, parlons autour de nous. Moi, j'ai corrompu, avec les guillemets de rigueur, beaucoup de gens, y compris Camélia. On était collègues, voilà. On était collègues à la radio roumaine avant que j'arrive en France en 83. Et Camélia ne connaissait pas Panaïtis Strati. Ou je le connaissais, mais très Enfin, elle connaissait le nom, et tout ça, mais elle n'était pas... À la faculté, on n'a pas étudié Panaïtis Strati. Voilà, elle n'était pas mordue de Panaïtis Strati. Et je lui ai dit de lire un livre, parce que moi je l'avais lu et j'étais enthousiasmé, Mikhaïl. Et après, elle est devenue... voilà ce qu'elle est. Bon, donc je crois que c'est très important, le bouche à l'oreille, c'est très très important, à part les actions qu'on fait par l'association de Roumanie ou de France. Je crois que c'est très important de parler à des gens avec passion et de les faire découvrir Istrati, qu'il s'agit d'amis, qu'il s'agit de neveux, qu'il s'agit de voisins. Moi, je crois que j'ai dépensé beaucoup d'argent en Roumanie, acheté des livres d'Istrati que j'ai offert en cadeau. C'est-à-dire, quand je parlais à quelqu'un qui ne connaissait pas Istrati, je lui disais, mais lis ça, tu vas voir. Et il y a pas mal d'entre eux qui après m'ont dit, je te suis reconnaissant parce que j'ai découvert quelqu'un qui me donne envie de vivre, d'espérer et qui me donne des ailes pour tout ce que je veux faire. Donc, je crois que ça, c'est très important. Je veux dire un mot sur les livres, peut-être juste un petit mot. En ce moment, en Roumanie, dans les collections La littérature pour tous, publiées par Adevarul, qui sont des collections de livres très très bien faits, à des prix très, très raisonnables, on trouve plusieurs exemples, plusieurs livres d'Istrati, dont Vers notre flamme, et futur et à venir. Et puis, il y a le travail d'édition formidable des éditions Istros à Braila, de Zamfir Balan, qui a publié et qui continue à publier les œuvres principales d'Istrati en bilingue, s'il vous plaît, avec un abondant matériel critique et de référence. Donc ça, c'est
très important, disons, la collection populaire, dans laquelle on trouve d'ailleurs aussi Alexandre Dumas, par exemple, ou Jules Verne, plus les grands classiques roumains, mais on trouve Istrati maintenant. Et puis ça, c'est évidemment Braila, c'est pour les personnes auxquelles vous faisiez allusion, c'est pour les universitaires peut-être, enfin quand même pour les lettrés. Mais ces deux faces sont assez... J'ai plaisir à dire que c'est assez bien assuré quand même. Oui. Il faut pousser les gens vers ces livres qui sont qui sont magnifiques et très peu coûteux, vraiment. C'est ça le problème. Oui. À ce propos, je peux dire un mot parce que, qui est vraiment important, cette édition dont Istros bilingue de Kira Kiralina est vraiment fondamentale. Parce qu'il y a aussi une grande originalité. Alors, qui n'est pas uniquement, qui n'appartient pas uniquement à Palais Istrati, c'est qu'il a traduit lui-même une partie de ses récits. Et là, alors cette édition, qui est vendue d'ailleurs en France uniquement par l'association, en relation avec les éditions Istros de la maison mémoriale de Braila, c'est la seule édition bilingue de Kirakina qui est disponible pour les lecteurs français. Mais là aussi, pour les universitaires et pour les chercheurs, il y a tout un travail à approfondir sur les traductions et les autotraductions, sur les traductions d'une part, faites par des traducteurs, et par les traductions d'Istrati lui-même de ses œuvres. C'est quand même une grande originalité. Non seulement c'est un écrivain, Conrad par exemple, qui a écrit en langue anglaise, qui aurait pu d'ailleurs choisir le français, mais qui a choisi l'anglais alors qu'il était polonais, et Istrati donc lui a choisi le français, et là il y a tout un aspect qui est assez intéressant. Est-ce que s'il avait écrit Kira Kiralina et il l'avait publié en 1924 uniquement en Roumanie, est-ce que ça aurait eu le même succès, que ça aurait eu le même retentissement? Ça, on peut se poser la question. Il y a tout un travail. Alors, les deux prochains d'ailleurs numéros, j'en profite pour le dire, du Haïdouk seront consacrés aux traductions et aux autotraductions d'Istrati, par notamment des articles de Mariana Perisanou, qui est une universitaire roumaine, qui est la vice-présidente de l'association. Et pas dans le prochain, mais dans celui d'après, il y aura un article d'Henri Stiller, donc, qui est professeur à l'université de Vienne et qui est l'éditeur des 15, je crois 15 volumes, enfin oui, je crois qu'il y a une quinzaine de volumes des œuvres d'Istrati en langue allemande. Donc ça, c'est assez important. Et alors c'est d'autant plus paradoxal que Istrati, j'ai oublié de le souligner tout à l'heure, Istrati a été le premier écrivain roumain qui a une dimension internationale. C'est le premier écrivain non seulement en France, mais par ses traductions dans différents pays, dans le monde entier. Bien avant, évidemment, dans l'ordre de la chronologie, il était plus jeune, il n'était pas de la même période que Ionesco et Sioran, il était plus âgé, mais ça on l'oublie. On pose la question, mais je suis même sûr qu'il y a des étudiants aujourd'hui ou des intellectuels, on leur dit quels sont les écrivains roumains. Citez-moi quelques écrivains roumains. C'est d'abord Turan, Ionesco, ou des intellectuels comme Mircea Eliade, et Istrati ne vient pas en premier. Alors, après, on peut préférer Sioran et Istrati. Mais je ne dis pas qu'il y a une injustice, mais presque un petit peu. Moi, je le ressens comme une injustice que Istrati, qui a été le premier écrivain. Les Roumains, certains Roumains étaient, dans les milieux intellectuels, certains Roumains étaient fiers qu'un Roumain ait une dimension internationale, et d'autres étaient jaloux. Et aussi, il y a tout la réception de l'œuvre d'Istrati en Roumanie a fait l'objet déjà de quelques articles dans les précédents cahiers, mais est assez intéressante. Il y a une matière... et ça a été aussi, j'ai aussi omis de le dire, ça a été, du point de vue politique, ça a été le premier écrivain célèbre qui a dénoncé le régime stalinien. Alors je dis bien le premier écrivain célèbre. Ça n'a pas été le premier qui
écrit sur l'URSS de façon négative, en tout cas sur le... C'était quand même un des premiers qui croyait à l'utopie, entre guillemets, et qui la dénonce. Ceux qui avaient écrit avant ne croyaient pas nécessairement. Bien avant Gide, c'est ça que je veux dire. Gide, c'était 7 ans après. Alors, c'est le mérite de Gide d'avoir eu les yeux ouverts. Mais bon. Et même Samprin, aujourd'hui, juste avant sa mort, Samprin donnait, l'écrivain espagnol de l'expression française, il donnait un entretien dans l'Express et il disait, ben oui, on avait lu Istrati et puis on l'avait oublié. On l'avait oublié, alors il disait ça quand il se remémorait de sa période où il était compagnon, enfin où il était dirigeant du Parti communiste espagnol. Mais il avait lu Istrati, il disait, tout à fait honnêtement, hein, c'est tout à fait à son honneur de dire ça, et il avait oublié. Et je pense que le rôle de l'association est assez important, encore aujourd'hui. Voilà. On va peut-être prendre d'autres questions. Excusez-moi, est-ce que ce serait possible que vous nous redonniez les endroits où se trouvent conservées les archives, enfin les documents de Panaïtis Strati? Oui, alors bien sûr, vous les avez sur le site, mais je vais vous les donner tout de suite. Donc, c'est le musée de la littérature roumaine de Bucarest. C'est là où, vraiment il faut confronter l'essentiel des manuscrits sont là-bas. Donc après, en deuxième lieu, c'est la maison mémoriale, la maison mémoriale de Brăila, qui est en Roumanie, donc le lieu de naissance de Panaïtis Strati. Le troisième, c'est l'IMEC, alors l'Institut Mémoire de l'édition contemporaine à Caen. C'est l'abbaye de Caen, c'est dans une ancienne abbaye. Alors là, il y a un fonds aussi assez important. Et en partie l'université, enfin, mais je ne connais pas, à l'université de Nice, qui était d'ailleurs le premier fonds était à l'université de Nice, mais il paraît qu'il a été d'ailleurs plus ou moins pillé. Enfin, ça c'est enfin bref. Mais à l'université de Nice, vous trouverez quelques lettres originales et des choses, mais il y a des choses qui ont disparu. Et là, encore récemment, il y a des choses qui apparaissent en vente publique ou chez des libraires. Là, il y a un texte d'Istrati inédit, hein, moi j'ai pu le recopier, mais qui est en vente à 3 000 € chez un libraire. Ah bon, je ne dis pas qu'il a été volé, celui-là, attention, oui, faites pas dire. Mais ce que je veux dire, on trouve. Et alors, il y a aussi une lettre qui est partie, c'était une lettre à un de ses éditeurs, j'ai oublié le nom, qui est parti à Lyon, c'était à Lyon à 1 600 €. Là, j'ai pu assister à la vente. Mais bon, je n'ai pas pu voir la personne. Mais enfin, j'ai eu l'autorisation de la recopier. C'est pas inintéressant, c'est rapport avec les éditeurs. Voilà, donc il y a des choses. Mais enfin, pour répondre directement à votre question, là, j'ai un petit peu une digression, oui, pardon. Question, oui. Je voudrais apporter juste un petit complément de réponse à votre question très pertinente sur la place de Panaïtis Strati en Roumanie. Je voudrais donc rajouter à ce qui a été dit le fait que, de mon point de vue, je suis un navétiste franco-roumain depuis 25 ans. Le fait que la Roumanie est devenue un pays banal aujourd'hui et que la jeunesse roumaine, elle est un peu comme la jeunesse française. Il n'y a pas de grosses différences. Et que il est devenu très difficile de trouver les œuvres représentatives parmi une noyade des publications, des traductions d'anglais, de français, de publications récentes de plus grande ou moins grande qualité, avec un marketing qui est important d'un côté et de l'autre. Et donc la différence aujourd'hui, elle est faite par le marketing, par les maisons d'édition. Et c'est pas toujours évident de mettre l'accent sur des œuvres qu'on peut considérer importantes, remarquables, voilà, et qui sortent du lot. Et justement, pour parler de cet aspect, je pense que le centre de gravité
de l'œuvre de Panaïtis Strati, aujourd'hui, il faudrait peut-être le mettre sur un autre aspect. Et c'est un aspect qui, à mon avis, à mon sens, est tout à fait d'actualité, dans la mesure où dans l'art, aujourd'hui, on parle de plus en plus d'un nouveau courant artistique qui est le post-humanisme. C'est tout à fait récent, je ne sais pas si vous avez entendu parler, et dans ce cadre-là, les récits de Panaïtis Strati nous rappellent un petit peu ce qui est l'humanisme, ce qui est l'humain, parce que c'est une question ontologique qu'on se pose de moins en moins. Qu'est-ce que l'homme? Et là, dans l'œuvre de Panaïtis Strati, dans ses récits, dans ses nouvelles, on a la possibilité de revivre le prototype, ou alors si vous voulez, l'étalon de ce qui était un homme, avec une âme, capable de souffrir pour son prochain, de se sacrifier, de vivre ses émotions, de vivre en empathie avec son amitié, avec son prochain, avec l'autre, qu'on essaie de connaître, ses souffrances, enfin bon, tous ces aspects sentimentaux. Et aujourd'hui, dans la société de la marchandisation de la marchandise, mais aussi marchandisation de l'homme, avec la GPA, avec tous ces nouveaux aspects et pratiques qui nous arrivent, on a presque oublié de se poser la question ontologique de qu'est-ce que l'homme. Et Panaïtis Strati apporte une réponse, on ne peut plus juste, plus nuancée, plus belle, je dirais. Et la même question, juste pour, je vais terminer avec ça, dans le même registre, il y a un autre auteur roumain d'expression française qui a ouvert ce débat en 1949 avec un livre que vous connaissez certainement, qui a dépassé en nombre de traductions les Kirakiralina, et il s'appelle Constantin Virgil Gheorghiu avec la 25e heure, et qui reprend en fait le même thème de l'humanisme oublié et de la marchandisation de la société et de l'homme. Mais Georgiou a fini prêtre quand même. Non pas. Georgiou a été ordonné prêtre, et donc le comparer avec Istratis doit se faire à mon avis avec précaution. Et justement, est-ce qu'on connaît quelque chose sur l'éventuel parcours spirituel, religieux d'Istratis? C'est pas tout à fait une comparaison. Oui. Mais dans la 25e heure, Virgil Gheorghiu a dénoncé cette dérive de la société. Après, chacun a trouvé son refuge quelque part. Et quelque part, Virgil Gheorghiu a vécu la même... en quelque sorte, le même scénario que Panaïtis Strati. Il a été repoussé par la société, il a été refusé, il a été banni, voilà, il a été marginalisé. Il y avait une question là-bas, Mathieu. Il y avait une autre question. Non, mais allez-y, c'est pas perdu pour autant. Je voudrais que vous veniez... Oui, j'aurais voulu savoir en fait si on avait des éléments sur un éventuel parcours spirituel ou religieux de Panaïtis Strati. Oui, tout à fait. Oui, alors, pour lier un peu les deux questions, finalement, on ne peut quand même pas reprocher à Virgil Gheorghiu d'être devenu prêtre. Par contre, je doute que, pour répondre à votre question par la fin, je doute à mon sens que Istrati soit un jour devenu prêtre. Alors, c'est le rapport avec la religion. Alors, tant dans son œuvre que dans sa vie, je ne dis pas la religion, mais les prêtres ont un certain rôle dans son œuvre. Alors, généralement, la hiérarchie, qu'elle soit catholique, enfin, c'est plutôt la hiérarchie orthodoxe, n'est pas à son avantage. Donc il n'y a qu'un prêtre
c'est le Spilka, le moine, qui est devenu Haïdouk, évidemment, et il avait rompu avec sa hiérarchie d'origine pour devenir un justicier au grand cœur. Et donc ça, évidemment, alors, par contre, son évolution, on peut appeler son évolution spirituelle, il y a, comme dans tout homme qui est athée, ou spirituel au sens culturel du terme, il y a une très nette évolution d'Istrati, puisque je crois que ça doit être en 1909, quand il y a eu l'assassinat, on peut parler d'assassinat, l'exécution en Espagne sous Alphonse XIII du pédagogue, libre penseur et anarchiste Francisco Ferrer. Istrati a écrit un article qui aurait toute sa place dans le mensuel de la libre pensée en France aujourd'hui, qui se termine vraiment, qui est qui est anticlérical. Je pense qu'on peut dire qu'Istrati, de ce point de vue-là, par rapport aux hiérarchies, aux églises, a toujours été anticlérical. Après, évidemment, alors dans je crois que le cahier, dans le dernier cahier Istrati qui est paru, Jean Roumière, qui est un ancien président, aujourd'hui décédé de l'association, a établi un dossier, celui de la correspondance de Vladimir Gica à Istrati. Mais on n'a aucune lettre d'Istrati, on ne sait pas s'il lui a répondu. Est-ce que ces lettres existent? Ça, c'est à rechercher en tout cas. Peut-être qu'il y a quelque chose, je ne sais pas s'il y a quelque chose en Roumanie, mais donc Jean Roumière a fait le point sur cette correspondance. Alors, je ne sais pas si les personnes qui sont là connaissent toutes Gica, qui était un orthodoxe qui s'est converti au catholicisme, je crois à l'âge de la trentaine, puis il avait 30 ans, qui est mort dans les géoles staliniennes dans les début des années 50, et qui était un convertisseur hors pair. Et alors, souvent, j'aurais tendance à dire c'est un travers, mais c'est une attitude en tout cas de la part des religions surtout chrétiennes, de vouloir convertir ceux ou celles qui dans leur vie sont au bord du désespoir ou un doute. Évidemment, Istrati était la proie un petit peu facile après ces désillusions vis-à-vis du communisme, d'autant plus, c'est un aspect de l'évolution spirituelle et de la spiritualité d'Istrati, d'autant plus qu'il a vécu le communisme comme un croyant. Et François Mauriac, évidemment, a essayé de l'amener à la religion chrétienne, Vladimir Gica de son côté, mais quand on lit, je crois que c'est dans le Pèlerin du cœur, je crois que c'est page de carnet intime, c'est vraiment c'est la dernière page je crois que c'est ça, je ne me trompe pas, c'est un texte qui date, oui c'est ça, d'août 1934. C'est au moment, alors si vous regardez dans le cahier Istrati, c'est le moment où Vladimir Gica écrivait à Istrati et est venu je ne sais plus dans quel pays il était à ce moment-là, Vladimir Gica, et voulait venir rencontrer, et ils se sont rencontrés. Ça par contre, on sait qu'ils se sont rencontrés Istrati en septembre 1934, et quand on lit les dernières phrases de cette page de carnet intime, là du point de vue d'évolution, parce qu'effectivement il y a parmi certains spécialistes qui pensent que Istrati a été converti. Ça par contre, à moins d'avoir un autre témoignage, texte écrit à la part d'Istrati, moi je pense qu'il faut se fier aux pages de carnet intime qui datent d'août 1934, où il dit très nettement, je ne vais
rien ne peut me faire revenir à la croyance de ma mère et au point où j'en suis, mais il était vraiment désespéré en outre. Jusqu'à la fin de sa vie, il a peut-être été, il disait lui-même à genoux, mais il n'était pas, il dit où j'en suis dépourvu de toute croyance, je me sens incapable de lutter avec la mort de mon âme qui tâtonne dans une obscurité impénétrable. Et il était quand même bien, oui, il était pas, moi je ne pense pas qu'il était désespéré, il a une combativité qui est extraordinaire par rapport à sa maladie, à la situation dans laquelle il était la dernière année de sa vie, c'est extraordinaire. Mais pour en revenir à cet aspect de l'évolution spirituelle et de ses relations avec la religion, jusqu'à preuve du contraire, il ne s'est pas converti, ça c'est sûr. Et ça aurait été vraiment étonnant. Tout ce qu'il dit, aussi bien dans ses textes de fiction que dans son évolution, dans ses engagements, fait dire qu'il est resté anticlérical du point de vue des hiérarchies. Ça c'est très net. Alors tous les textes, quand on les lit dans leur ordre chronologique, vis-à-vis des églises, aussi bien que des partis, de ce point de vue-là, c'est la même chose. Il ne leur faisait pas confiance, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais il y a des textes sur Dieu dans ces textes de fiction, notamment Méditerranée, coucher de soleil, voilà ce que je peux vous dire. Oui, je ne voudrais non pas vous répondre, mais poursuivre sur ce que vous disiez par rapport à ce côté de l'amour de la terre et de l'amitié et de l'humanisme, qui est quand même, à mon sens, de ce que j'en ai lu, au centre du message d'Istrati. Et même, je crois, vers l'autre flamme, ce que dénonce plus Istrati, encore de mémoire, parce que ça fait un moment que je ne l'ai pas relu, c'est plus la corruption du système que le système. Donc c'est toujours, il est très déçu par les hommes. Mais pour aller plus loin, j'ai deux choses qui me semblent pas avoir lu, mais j'ai pas lu beaucoup de choses sur Istrati. J'ai beaucoup plus lu Istrati que des choses, mais quand même deux choses qui ressortent peu, et d'où ma question tout à l'heure pour les lecteurs. C'est premièrement l'histoire que c'est quand même en roumain, mais même pour la France, un témoin de son époque. Et un témoin de la fin du 19e siècle, de la naissance, la naissance, tout au moment où il y avait déshérence des pouvoirs en Roumanie. Et à ce moment-là, il y a cette nouvelle Roumanie qui va naître avant l'avènement communiste. Il est quand même témoin d'une époque, et que ça me semblait important, et je ne vois pas très souvent qu'on évoque ce témoignage. Et le deuxième aspect qui est peu évoqué, c'est que, tout au moins pour moi, c'est un écrivain voyageur. Si on lit en parallèle des jeunes comme Blaise Cendrasse, qui a écrit strictement sur la même époque, sur la fin du 19e et sur le début du 20e, il y a des choses où leur fuite, leur voyage à pied, leurs choses comme ça sont complètement identiques. C'est des choses qui me semblent, pour compléter son humanisme, c'est-à-dire cet aspect de témoin d'une époque qui est révolue, qui a disparu, mais dont on a gardé que, je dirais, que le côté folklorique des Haïdouks, mais qui est quand même une époque qui a existé, puis cette histoire que je trouve qu'il figurerait bien dans le panthéon des écrivains voyageurs. Justement, juste une petite intervention à ce propos. Il y a le livre de Jacques Beaujard qui vient de paraître aux éditions Transboréal, justement toute cette dimension de panique écrivain voyageur. On connaîtrait la biographie de Monique sur Istrati, Monique Justrin, et là donc vient de paraître, va paraître en librairie, mais on a la chance de la voir, donc le livre de Jacques Beaujard sur une collection donc, dédiée aux écrivains voyageurs, et en même temps est aussi paru un livre sur Joseph Kessel dans cette collection. Vous allez le découvrir sur la table de la librairie. Oui, j'ai eu le plaisir, je crois, de présenter Istrati à Émeric Fisset et à Marc Allot de Transboréal il y a quelques temps, et je suis content qu'ils aient édité l'ouvrage. Émeric Fisset. Oui, Émeric sera là demain, mais... Et vous verrez, c'est vraiment un ouvrage, alors l'ouvrage de Jacques Beaujard. Je l'ai pas lu, attention. Moi j'ai eu le temps de le lire, et qui est vraiment un ouvrage dans l'amitié d'Istrati. Il n'y a aucun ouvrage sur Istrati qui lui est comparable. C'est un peu l'un et l'autre. C'est vraiment un ouvrage comme si Jacques Beaujard nous amenait un copain et nous fait connaître un copain. C'est exactement ça, avec le style qui est propre à ce rapport d'amitié entre un homme d'aujourd'hui avec un écrivain du passé.
c'est pas du tout il ne faudra pas aller chercher la moindre réponse, enfin comment dire, la moindre annotation, c'est pas. Mais c'est un livre d'empathie, de sympathie, et d'une certaine manière, c'est un livre qui dit plus qu'une édition annotée des œuvres d'Istrati ou un ouvrage très universitaire. Celui de Molière est tout à fait complémentaire à celui de Moly-Jutrin, qui reste l'ouvrage de référence au niveau de la précision des dates, etc. Là, on est vraiment avec Istrati, on va boire un pot. Moi, je l'ai ressenti comme ça. C'est vraiment et dans le style. Non, mais je pense voilà. Donc, oui, donc, je voulais en parler aussi. Avec Questel, dans la collection, je crois qu'il est un bon compagnonnage, parce que voilà. C'est vraiment des personnages qui ont les mêmes, cette force de caractère, d'indépendance, de partir, pour lesquels partir est un besoin. C'est vrai que c'est un écrivain voyageur, de ce point de vue-là. C'est un terme qu'on a un peu. Mais c'est tout à fait un écrivain voyageur. Pour moi, c'est comme ça que je l'ai lu. Est-ce que, puisqu'on a encore 5 minutes, je voulais quand même vous prier, cher ami, de me dire quelques mots, parce que vraiment le thème de cette rencontre à 14h, c'était Panaïti Strati, écrivain français, conteur roumain. Et j'ai beaucoup apprécié votre phrase ici dans la présentation, par laquelle vous insistez sur cette idée, et je trouve ça extrêmement juste, mais j'aimerais quelques petites précisions de plus. Panaïti Strati, il fut homme avant d'être homme de lettres, conteur plus qu'écrivain. Alors là, je trouve que c'est vraiment très juste comme observation. Et je voulais vous demander, Christian, finalement, qu'est-ce que vous avez voulu finalement transmettre comme idée? Panaïti Strati, il est homme plus que homme de lettres, ça c'est absolument clair, c'est évident. Il est plus conteur qu'écrivain. C'est vrai, parce que ça, c'est une des choses qu'on se pose comme problème pour ces gens qui viennent d'ailleurs et qui s'expriment en français et qui deviennent écrivains de langue française, mais en même temps ils viennent avec leur bagage, avec leur mythologie, et finalement ils ne sont peut-être pas des écrivains français, ils sont quand même des conteurs de leur expérience qui est pas française. Vous voyez un tout petit peu. Et donc, bon, peut-être que je vous invite dans des subtilités, si vous bon, on n'a pas le temps de développer, mais j'aimerais bien que vous nous disiez 2-3 mots sur ce sujet, parce que, voilà, les Roumains, ils ont une façon de voir Panaïti Strati, non pas comme un écrivain français, mais comme un conteur roumain, finalement un peu bizarre, qui a eu un drôle de succès français. Jacques me répond. En fait, la phrase est tirée du livre de Moly-Jutrin, et c'est dans son livre. Elle parle vraiment, justement, elle appelait Panaïti Strati un chardon déraciné, et l'autre sous-titre était écrivain français, conteur roumain. Et donc c'est vraiment ça, en plus de l'écriture en langue française, il y a toute cette dimension du conte, que Romain Rolland a comparé aux Mille et une nuits. Mais c'est vraiment la tradition orale roumaine qui ressort
dans ces récits, et c'est pour ça que voilà, il y a cette distinction entre l'écriture française et le conte roumain. Mais du coup, on va devoir s'arrêter là, puisqu'il y a la seconde discussion qui va pas tarder à commencer. Donc merci de nous avoir écoutés. Merci à Christian Delru des Panetti Strati. Et puis je vous invite dans un quart d'heure, ou dans le début d'un quart d'heure, à assister à la discussion avec Charles Jacquet et Anselme